Conclusion. Réunir en soi les dons du féminin. Pour continuer à tisser la toile de la sororité et à la renforcer, nous devons avant tout honorer deux principes fondamentaux selon la tradition amérindienne. Protéger les femmes et ne rien faire qui puisse blesser les enfants. C'est grâce à ces deux lois non écrites que les tribus amérindiennes sont restées fortes durant des centaines d'années. À notre époque, nous pouvons les transposer en disant que la famille planétaire se trouve restaurée dès lors que les femmes peuvent se sentir en sécurité, quel que soit le lieu et le moment. Lorsqu'il en est ainsi, ces femmes deviennent des extensions de Mère Terre et donc des mères de la force créatrice qui prennent soin des rêves des enfants. Cette bienveillance offerte par les femmes ainsi guéries assure la santé spirituelle et le bien-être des 7 générations à venir. La sororité grandit et se renforce lorsque chaque femme voit en n'importe quelle autre femme son égale et l'égale de toutes les autres femmes. Il n'y a pas de place pour un semblant de hiérarchie dans un cercle de femmes. Vie, unité et égalité pour l'éternité. Tel est le fondement du cercle harmonieux de la sororité. À chacune de participer à sa façon, en développant ses propres dons, ses talents et ses capacités. Chaque femme est reconnue pour la façon dont elle contribue à l'ensemble par son travail. Chacune est son propre juge, la vérité de ses actes et l'intégrité de ses paroles constituent la structure dont elle se sert pour guider à travers l'exemple. Chaque femme doit affronter ses limites, ses peurs et ses défis intérieurs, ainsi que guérir en elle toutes les parties du soi de façon à devenir l'incarnation vivante de sa vision personnelle. Lorsque chaque femme fait honneur au soi de la façon la plus dépouillée possible, l'énergie créatrice devient alors disponible pour l'ensemble et cette énergie est mise au service du tout afin de permettre à l'humanité de changer et de se comporter de façon différente envers la vie. Lorsque les femmes ne seront plus perdues et cesseront de demander aux autres de leur dire ce qu'elles devraient faire ou comment elles devraient vivre, notre monde changera radicalement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur l'amitié ni sur des liens entre femmes, car bien au contraire, le soutien de celles qui ont parcouru le même chemin est une aide suprême. Cette forme d'aide s'appuie sur la vérité et elle est accordée avec bienveillance, sans juger l'autre, ni rien projeter sur elle. Une telle assistance est saine et productive lorsque les autres femmes créent un espace de sécurité où elles peuvent partager leurs pensées personnelles et offrir des alternatives de façon respectueuse. La sororité vient toujours en aide aux femmes qui désirent surmonter leurs propres défis afin de grandir. Toute femme qui a travaillé avec soin à devenir forte et à donner le meilleur d'elle-même se tient déjà dans la maison du conseil de la tortue avec les 13 mères de clan originel. La façon dont elle continue à développer ses dons dépend de son désir de voir au-delà des illusions brumeuses du grand miroir fumant. Les Mayas disent « Je suis un autre toi-même ». À travers le grand miroir fumant, nous pouvons voir que chaque forme de vie du monde tangible détient un don, une particularité, un talent qui fait aussi partie de nous. Quand nous regardons au-delà de la fumée de nos illusions, nous pouvons passer outre nos hésitations et nos limitations de découvrir que chacune des 13 mères de clan est une partie de la personne que nous sommes. Quelques-uns de ces talents ne sont peut-être pas vraiment développés, mais ils nous sont accessibles si nous décidons de les utiliser pour grandir et aller de l'avant. Une autre façon d'équilibrer les côtés masculins et féminins de notre nature consiste à développer nos compétences et à les mettre au service du monde afin que cela fasse une différence dans la vie de celles et ceux que nous rencontrons. Nous pouvons montrer au monde, par exemple, comment aimer de façon inconditionnelle, comment faire de leur mieux,
abandonner tout besoin de contrôler ou de dénigrer les autres et montrer de la compassion. Dans le legs de la femme n'entrent pas les vieilles blessures qui ont dressé les femmes les unes contre les autres, les femmes contre les hommes, ou qui les ont conduites à se détruire elles-mêmes en se sabotant. Les 13 mères de clan originels nous fournissent l'aide nécessaire pour sortir de ces chemins tordus. Lorsque nous reconnaissons que les caractéristiques des 13 mères sont des dons que nous pouvons découvrir et développer à l'intérieur de nous, nous voyons que nous avons bien des buts à atteindre et plein de choses à faire. À partir du moment où nous travaillons à devenir nos visions personnelles, il est inutile de nous engager dans les grands drames et les mesquineries qui nous empêchent, en tant qu'êtres humains, d'atteindre l'harmonie. Pour réunir les dons des 13 mères originelles, les faire nôtres et les développer, nous devons voir les autres femmes comme des modèles dans leur rôle. Il ne s'agit pas de mettre sur un piédestal celles qui ont développé telle ou telle qualité, parce qu'elles sont aussi humaines et peuvent tomber. Chaque être humain est parfait dans ses imperfections et a le droit d'apprendre à travers les épreuves et les erreurs. En admirant la façon dont une autre femme utilise les dons qu'elle a développés, nous pouvons voir comment elle gère les situations dans sa vie. Elle peut le faire d'une façon très différente de la nôtre, mais si nous nous abstenons de la juger bonne ou mauvaise, alors cela nous ouvre une perspective nouvelle. Observer plusieurs femmes qui possèdent certains dons que nous souhaitons nous-mêmes développer peut nous offrir une multitude d'idées et de manières nouvelles d'approcher la vie. Apprendre à travers l'observation et la pratique que les tribus amérindiennes ont enseigné pendant des siècles à leurs clans ou aux membres de leur famille pour développer leur potentiel, nous sommes tous aussi accomplis que celles et ceux que nous choisissons en tant que modèles ou en tant qu'enseignants. Lorsqu'un enfant présentait une compétence ou un talent particulier, la famille allait voir le membre de la tribu qui s'était montré le meilleur dans cette spécialité. Et il était implicitement du devoir de cet enseignant de s'assurer que l'élève égalerait ou surpasserait les qualités du maître. Et quand cela se réalisait, le mérite du travail mené à bien revenait autant à l'élève qu'à l'enseignant. Il n'y avait ni jalousie, ni envie, ni rétention d'informations ou de techniques qui auraient mis l'enseignant en situation de supériorité. Les enseignements sélectifs n'ont été pratiqués qu'après la piste des larmes, la piste où ils ont pleuré, lorsque la déportation a causé la division des nations indiennes. Il existe aujourd'hui de multiples façons de trouver des modèles. On peut dénicher des informations ou trouver des ressources dont nous avons besoin dans les livres, au cours des séminaires, grâce à des écoles ou des bibliothèques. Nous pouvons faire de notre envie de développer de nouveaux points de vue sur l'environnement et sur notre façon de vivre une priorité. Nous pouvons décider de vivre d'une manière respectueuse envers Mère Terre et envers toutes nos relations. Nous pouvons apprendre en observant notre entourage et nous pouvons développer nos compétences en les transmettant à d'autres ou en les aidant à accomplir une tâche. Nous pouvons demander que la personne ou la situation appropriée soit mise sur notre chemin afin de pouvoir envisager les choses avec une nouvelle perspective. Chaque chose dans la vie nous enseigne et chaque chose est vivante. La découverte du vivant est l'aventure que la vie nous offre, une minute après l'autre. Notre tâche principale consiste à être consciente à chaque instant, de manière à pouvoir accueillir les opportunités qui se présentent. Pour réunir en nous les dons du féminin, nous devons avoir conscience de tout ce qui existe dans les mondes tangibles et intangibles. Les modèles dont nous avons besoin ne sont pas seulement incarnés par des femmes, ils sont présents dans toutes les formes de vie. Le principe féminin est présent en toutes choses et dans la nature. Il s'équilibre avec le modèle du masculin positif, leur alliance nous permettant de trouver ce dont nous avons besoin
à l'intérieur de nous. L'aspect féminin est l'observateur réceptif à l'intérieur de nous qui rassemble les informations sur la façon dont nous pouvons développer nos compétences. La volonté de s'engager dans l'action pour accomplir ce dont nous devons faire relève, en revanche, du principe masculin qui est démonstratif. Pour développer un talent ou atteindre un but quel qu'il soit tout en gardant l'équilibre, il s'agit d'observer et d'écouter, de nous assurer que nous comprenons, puis de nous engager dans l'action. Dire non à quoi que ce soit d'inapproprié ou de blessant pour nous ou pour un autre est aussi une forme d'engagement dans l'action. Le refus d'entrer dans des mesquineries est également une façon de poser un acte en n'agissant pas. Quand nous pensons suffisamment à nous-mêmes pour respecter notre espace sacré et notre corps, nous choisissons la façon d'être qui soutient l'action juste. Lorsque nous avons une faible opinion de nous-mêmes, nous avons tendance à nous laisser submerger par des situations qui, en fin de compte, nous infligent des blessures physiques, mentales ou émotionnelles à une ou plusieurs parties de notre être. Ces actes néfastes proviennent de notre état de blessure intérieure. Il devient alors nécessaire de guérir la partie de nous-mêmes qui se montre soucieuse d'entrer à tout prix dans une interaction avec autrui afin d'en recevoir l'estime que nous ne nous accordons pas à nous-mêmes. Dans notre désir d'être aimé ou admiré, nous oublions souvent que ce sont les règles que nous nous fixons qui nous aideront à grandir. Les leçons de ce chemin tordu sont dures. Elles nous tombent dessus comme une avalanche de rêves brisés, blessant encore davantage le soi. C'est le côté masculin et démonstratif de notre nature qui veut prendre le risque de dire non pour protéger le soi. Mais le côté féminin et nourricier est désireux de recevoir n'importe quelle forme de tendresse ou d'attention, malgré des conséquences qui ne sont, quant à elles, pas facilement identifiées. Notre masculin blessé est la part de notre nature qui mettra en avant le fait que nous avons constamment à nous défendre, à nous battre ou à entrer en compétition avec les autres pour montrer notre valeur, au lieu de travailler ensemble en nous soutenant les uns les autres. Le grand miroir fumant nous renvoie des reflets de cette propension que nous avons à nous croire plus importants que les autres et nous pouvons ainsi prendre conscience de la souffrance qu'elle a causée dans le quatrième monde de la séparation. Si nous sommes constamment en train de défendre notre droit à l'existence, ce que nous sommes en train de défendre, c'est en fait une blessure profonde dans notre sens du soi. L'estime de soi est restaurée lorsque le principe féminin prend soin du soi. En pratique, au lieu d'attendre que son compagnon ou une autre personne lui procure ce sentiment de complétude. Lorsque nous nous soucions suffisamment de nous-mêmes pour consacrer au soi le temps nécessaire, la personne que nous allons ainsi attirer pourra contribuer au couple en y ajoutant son propre sens de la complétude. L'union entre deux personnes qui ont développé les aptitudes leur permettant de se relier au soi
et d'avoir de l'estime pour elle-même perdurera en dépit des épreuves de la vie. Ce type de guérison que nous offre le grand miroir fumant s'applique à toutes les relations humaines. Lorsque deux personnes blessées deviennent amies, la relation va invariablement produire un terrain commun porteur de nombreuses leçons. Il est probable qu'elles se renvoient en miroir leurs faiblesses mutuelles, leur manque de compréhension ou leur intolérance l'une envers l'autre. Il se peut aussi qu'elles se procurent l'une à l'autre un système de soutien ou qu'elles se renvoient le fait que l'une évolue alors que l'autre a peur de changer. Dans tous les cas, quelle que soit la situation qui se présente, chaque individu a la responsabilité de reconnaître sa propre blessure et de trouver une façon de la guérir sans rendre l'autre responsable de sa souffrance. Telle est la façon de faire du principe féminin nourricier. S'intérioriser, déceler le problème et y remédier en prenant soin du soi. Le principe masculin entre alors en action pour modifier ou transformer les schémas qui ont conduit la personne à attirer ces leçons. À la source des actions qui ont créé le problème se trouvent des habitudes que l'on peut briser. Si une personne s'en remet toujours à la décision d'autrui et par la suite en éprouve de la colère, c'est contre le soi que cette colère est tournée en réalité. Si une personne a peur de s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas, le ressentiment non exprimé va étrangler la relation. Ces habitudes-là et d'autres, tout aussi réductrices, peuvent être changées en utilisant le principe féminin afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il est bien plus facile de voir le comportement erroné chez un autre que de voir son propre refus à s'engager dans une action juste. Nous n'avons pas à nous obstiner pour que les autres fassent ce que nous voulons. Au contraire, ce dont nous avons besoin afin de consolider notre propre bien-être, c'est de nous concentrer sur notre honnêteté envers le soi. L'intégrité personnelle évolue au fur et à mesure de la croissance et du développement de chacun, de chacune. Il serait injuste d'insister pour que tous suivent les mêmes règles. La rigidité des systèmes de croyance qui veut qu'une seule foi soit la vraie et que tous les autres vivent dans l'erreur est l'un des points majeurs qui a contribué à ce que le quatrième monde de la séparation soit si destructeur. Selon la voix de nos ancêtres amérindiens, lorsqu'une personne recevait un rêve ou une vision concernant une cérémonie, un soin ou une façon particulière de s'acquitter d'une tâche, cela n'était jamais remis en question parce que cela se passait entre la personne et le grand mystère. Si certaines choisissaient de s'habiller différemment ou choisissaient une façon de vivre ou de faire qui soit différente des autres, alors c'était considéré comme leur manière à eux, à elles, de réaliser les choses et accepté sans aucun jugement. La plupart des familles qui vivaient en mode tribal ne mettaient pas leur nez dans les affaires des autres, sauf si on leur demandait. Le respect de l'esprit sacré de l'autre était de la plus haute importance, même s'il ne comportait pas, même s'il ne se comportait pas correctement.
La seule circonstance où une chose était portée devant l'un des conseils des anciens était lorsqu'une des lois de la tribu qui pouvait affecter la survie des uns et des autres avait été brisée. Nous réunissons en nous les dons du féminin lorsque nous permettons à chacun, chacune, de faire ses propres choix concernant ce qu'il veut être et qui il veut devenir, mais aussi lorsque nous lui permettons de trouver un chemin qui convienne à sa personnalité, ainsi qu'une manière bien à lui de faire l'apprentissage de ses compétences. Tels sont les dons détenus par la bonne mère qui refuse de brimer son enfant, mais qui lui donne, au contraire, des responsabilités correspondant à ses capacités. De cette façon, en permettant à l'enfant de développer sa capacité à être responsable à partir de ce que signifie pour lui l'intégrité, elle obtient l'assurance qu'il saura se relier au soi. La pureté du principe féminin aimant repose sur un accompagnement sans attachement, qui sait donner des limites correctes tout en offrant un terrain fertile pour que les graines du potentiel puissent se développer. Les 13 mères de clan originels offrent à chacun des enfants de la Terre et de la même façon l'opportunité de réaliser leur potentiel. Nous ne pouvons plus continuer à séparer les principes féminins et masculins à l'intérieur de nous-mêmes, parce que l'un sans l'autre aboutit à nous laisser en rade sur les rives du futur, sans les moyens de devenir nos visions personnelles. Réunir en nous les dons du féminin et les ramener à la maison dans nos cœurs signifie que nous reconnaissons les deux côtés de notre nature et que nous les considérons l'un et l'autre avec bienveillance. Les jugements négatifs viendraient désunir le mariage naturel entre nos pensées féminines et nos actions masculines, alors que c'est cette alliance qui nous donne la capacité d'atteindre nos objectifs. La sororité a reçu pour mission d'être le pont qui nous permettra de quitter le quatrième monde de la séparation pour vivre le cinquième monde de paix et d'illumination. Le gouffre qu'il nous faut traverser ne peut être franchi que par le pardon. Nous désirons tous l'abondance du cinquième monde, mais pour la recevoir, nous devons pardonner. Il nous est demandé de donner de nous-mêmes, de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres, et de permettre à l'abondance de la sagesse de se répandre. Notre plus grand potentiel réside à l'intérieur de nous. Il peut être trouvé en pardonnant, c'est-à-dire en créant le pont qui traverse l'abîme de nos blessures. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Chaque être humain qui remplit sa mission en devenant l'incarnation de sa vision personnelle deviendra un modèle pour les autres, qu'ils en soient conscients ou non. Plus nous réunissons de dons à l'intérieur de nous et plus nous développons nos capacités, plus nous devenons capables de partager de lumière avec les autres. Tel est le chemin qui mène au cinquième monde de paix. Les 13 mères de clan originelles étant les protectrices de cette voie menant à la complétude. L'époque n'a jamais été aussi fertile. Les rêves de l'humanité sont nichés dans des cœurs prêts à guérir
les anciennes souffrances et incarner la vision vivante de vie, unité et égalité pour l'éternité.